Bonjour à toutes et à tous, chers étudiantes et étudiants de l'École supérieure des beaux-arts de Casablanca. Nous allons parler aujourd'hui du module de la communication. En fait, c'est un cadrage du module de la communication. Comme vous le savez, aujourd'hui, la communication embrasse tous les domaines, en politique, dans la culture, en économie, dans les jeux, les loisirs, les sports, les informations, dans les relations professionnelles et privées, en temps ordinaire, en temps de crise, et pratiquement dans tous les mécanismes de l'échange social, la communication joue un rôle déterminant. En fait, la communication existe depuis que les hommes vivent en société. D'ailleurs, l'étymologie du terme, du verbe communiquer, en latin communicare, signifie créer du lien, mettre en commun, en quelque sorte partager. C'est dire que le phénomène remonte à la nuit des temps. Et pourtant, il fallait attendre la fin des années 40 du XXe siècle, vers la moitié du XXe siècle, pour que les premiers travaux concernant la communication et le traitement de l'information d'une façon générale apparaissent notamment aux États-Unis d'Amérique. C'était un contexte de l'après-guerre. Comme vous le savez, la communauté internationale venait à cette époque de sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec tous les ravages qui ont été faits dans plusieurs contrées du monde, directement ou indirectement. C'était un contexte de la propagande, c'était un contexte des idéologies, c'était surtout un contexte de la guerre froide avec ces tensions géopolitiques entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Voilà en quelque sorte le cadre général dans lequel les premiers travaux, les premières recherches concernant la communication ont vu le jour. Il faut dire qu'à partir de cette date jusqu'à aujourd'hui, la trajectoire de la communication a connu une évolution extraordinaire, une véritable révolution. Plusieurs phases ont ponctué cette trajectoire révolutionnaire de la communication, allant de la communication comme action à la communication comme interaction sociale, en passant par la communication comme transaction, comme relation, comme influence, comme persuasion, sans oublier les registres de la manipulation, pas nécessairement dans le sens péjoratif du terme. Ces différentes phases sont liées entre elles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre ces différentes phases. Ces phases se complètent, se conjuguent et offrent des outils de communication qui s'adaptent à toutes les situations. Je vais essayer d'aborder ces différentes phases en faisant des allers-retours entre elles sous l'angle de 4 approches. Une approche technique dédiée au premier modèle, aux premières recherches concernant la communication. Ensuite, une approche linguistique privilégiant le message. Je vais enchaîner avec une approche psychosociologique accordant un intérêt aux mécanismes psychologiques et sociaux dans l'interaction communicationnelle. Ensuite, les enjeux de la communication. Et enfin, je vais conclure avec les axes de la communication positive. Je ne vais pas citer de définition de la communication puisqu'il existe plusieurs définitions de la communication. En fait, le concept est pluriel parce qu'on parle de communication, les communications. Donc, je ne vais pas donner de définition particulière ou bien choisir une certaine école bien déterminée. Donc, nous allons suivre cette trajectoire de l'évolution de la communication et aboutir enfin et voir enfin comment l'édifice de la communication a été bâti et comment il offre aujourd'hui des mécanismes, comme j'ai dit, qui s'adaptent à toutes les situations de communication. À la base, la communication
pourrait être considéré dans sa formule la plus simple et la plus simplifiée comme le résultat de l'interaction entre trois éléments fondamentaux. Un émetteur qui émet un message en direction d'une cible qui le reçoit. C'était en fait la matrice qui a servi de base aux premières recherches dans ce domaine de la communication et de traitement de l'information d'une façon générale. Dans ce cadre, le modèle qui reste de référence, parmi d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, le modèle de référence, c'est le schéma de Claude Shannon. C'était un schéma simple, composé de trois éléments. Un émetteur qui émet un message dont la forme et le support pourraient varier en direction d'une cible qui le reçoit. Claude Shannon, c'est un chercheur, c'est un mathématicien américain. Il avait travaillé durant la Deuxième Guerre mondiale avec d'autres chercheurs sur le décryptage des machines de télécommunication allemandes. L'attention était particulièrement portée à cette époque-là sur une célèbre machine de télécommunications allemande qui s'appelait Nigma. Donc on comprend que ce chercheur Claude Shannon s'est inspiré de ce système de télécommunications pour fonder ce schéma de communication. C'est un schéma qui reste linéaire parce qu'il transmet l'information de l'émetteur vers le récepteur. L'attention de Claude Shannon était particulièrement portée sur l'axe de la transmission du message, parce qu'il avait constaté que le message à l'arrivée était rarement semblable à ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire qu'il avait constaté qu'il y avait des bruits, des parasites qui perturbent l'envoi du message. Donc le schéma était particulièrement centré sur cet axe de transmission du message de l'émetteur vers le récepteur. Dans la même foulée, un autre chercheur américain, Harold Laswell, a élaboré un schéma composé de 5 éléments. Aux 3 éléments de base de Claude Shannon, il en a ajouté 2 autres. La particularité de ce schéma de Harold Laswell est qu'il a souligné l'influence de la communication, la finalité de la communication, l'objectif de la communication. C'était les fameuses 5 questions que tout le monde sait: qui, dit quoi, à qui, par quel moyen, c'est-à-dire le canal de communication, et dans quel effet. C'est-à-dire qu'il a, comme j'ai dit, qu'il a souligné la finalité de la communication, l'objectif de la communication et l'influence de la communication d'une façon générale. Harold Laswell c'est un chercheur américain qui a beaucoup travaillé durant le XXe siècle sur la propagande. Il a beaucoup de travaux dans ce sens. Et d'après certaines références, il s'est également inspiré de l'école grecque de la rhétorique, puisqu'on trouvait chez Quintilian une formule, un schéma de 7 questions qu'on pourrait adapter à toute situation pour la comprendre. Ce schéma de Quintilian des 7 questions, elle est même adaptée jusqu'à aujourd'hui dans les organisations. Donc, Harold Laswell s'est intéressé à l'influence de la communication. Son schéma est un schéma de communication de masse. L'attention était particulièrement portée sur l'émetteur. Qui dit quoi, à qui, par quel moyen et avec quel objectif. Les 2 schémas, celui de Claude Shannon et celui de Harold Laswell, restaient linéaires, c'est-à-dire ils transmettaient l'information de l'émetteur vers le récepteur. Ils n'accordaient pas d'importance au récepteur, c'est-à-dire que le récepteur était relégué au second plan, en quelque sorte. Il était passif, il n'avait pas voix au chapitre. Toute l'attention était portée sur l'émetteur. Et c'était grâce à l'école Palo Alto. Palo Alto, c'est une ville dans le sud de la Californie. Il y avait un nombre de chercheurs, un courant de pensée autour de Grigory Bateson, Paul Václavic et Norbert Wiener. C'était grâce aux travaux de Norbert Wiener sur la cybernétique que la communication a pris une vision circulaire avec la notion de feedback.
le terme qui a été traduit à l'époque par rétroaction, c'est-à-dire la réaction du récepteur par rapport au message qu'il reçoit de la part de l'émetteur. Donc on est passé ainsi d'une vision linéaire de la communication à une vision circulaire avec un effet de boucle grâce aux travaux sur la cybernétique de Norbert Wiener. Donc voilà, on est passé d'une vision linéaire de la communication, dans laquelle configuration dans laquelle le récepteur n'avait pas voix au chapitre. On est passé à une vision circulaire de la communication, d'une vision linéaire à une vision circulaire de la communication avec un effet de boucle, c'est-à-dire une possibilité pour le récepteur de réagir par rapport au message qu'il reçoit de la part de l'émetteur. Mais à cette époque-là, on avait constaté que ces formules et bien d'autres traitaient les participants dans le processus de la communication comme des entités abstraites coupées de leur environnement social. Or que l'homme appartient à la société, l'homme est sociable, l'homme appartient à des groupes de référence et d'appartenance dont il intériorise des valeurs et des normes. Et c'est en grande partie en fonction de ces valeurs et de ces normes qu'il perçoit les réalités, les conditions, les situations sociales dans lesquelles il est impliqué. Cette dimension sociale de la communication a été soulignée plus tard, c'est-à-dire vers la fin des années 50. Les deux schémas précédents que j'ai cités ont été élaborés vers la fin des années 40, particulièrement autour de 1948. Vers 1959, le couple Riley, John Riley et son épouse Matilda Riley, des scientifiques américains, ont souligné cette question que le fait que les participants dans le processus de la communication appartiennent à des groupes, ceci influence le processus de la communication. Donc voilà, durant une courte période, le processus de la communication est passé d'une vision linéaire à une vision circulaire avec une dimension sociale. Mais jusque-là, il a été constaté que la notion du message n'avait pas une certaine importance dans cette configuration de la communication. Le message était en quelque sorte traité comme un objet abstrait, en quelque sorte comme le fait d'envoyer un paquet par la poste, donc alors qu'il s'agit d'un élément humain, du langage humain, qui influence le processus de la communication. Et c'était là l'apport de l'approche linguistique. Dans ce cadre, le modèle qui reste de référence, c'est le schéma de Roman Jakobson. Roman Jakobson est un célèbre linguiste du XXe siècle. C'est un Russe qui a émigré aux États-Unis d'Amérique pour s'y installer définitivement. Il a élaboré ce schéma de la communication vers l'année 1963. Il a souligné 6 composantes dans ce schéma de communication. L'émetteur qui émet un message vers le récepteur via un canal de communication. Il a ajouté la question du code de communication et la notion du référence. En plus de cette configuration, Roman Jakobson a associé à chaque élément intervenant dans ce processus de communication une fonction du langage. Pour l'émetteur, c'est la fonction expressive ou émotive. Il nous renseigne sur ses expressions faciales, ses mimiques, son état lorsqu'il prend la parole, lorsqu'il agit. Il y a la fonction conative qui est centrée sur le récepteur. Elle permet à l'émetteur d'agir sur le récepteur selon l'objectif de la communication. Il y a la fonction fatigue qui concerne le canal de communication, c'est-à-dire le choix du canal de communication tout d'abord. Par exemple, il arrive qu'on est en communication avec quelqu'un au téléphone et il nous dit que ce n'est pas un sujet à traiter au téléphone, donc il est en train de nous demander de changer le canal de communication. Cette fonction fatigue nous permet également de vérifier est-ce que le canal de communication marche toujours au moment de la communication.
Par exemple, pour rester dans l'exemple du téléphone, il arrive lorsqu'on est en communication avec quelqu'un au téléphone, on lui demande « Est-ce que vous m'entendez très bien ?» C'était une façon, une formule rituelle pour vérifier que le canal de communication marche toujours. Il arrive parfois qu'on tire notre interlocuteur par le bras pour attirer son attention. C'était des formules pour vérifier que le canal de communication marche toujours. Il y a également la fonction métalinguistique qui porte sur le code, sur le langage lui-même. Par exemple, au moment d'une communication, il arrive à une personne de demander à son interlocuteur ou bien d'attirer son attention sur l'emploi d'un certain terme. Par exemple, il lui dit, par l'emploi de ce terme, je veux signifier telle chose et non pas ce que le terme signifie d'ordinaire. C'est-à-dire, en quelque sorte, une négociation du sens du terme. Et parfois même, il arrive que l'un des interlocuteurs demande à l'autre qu'il faut retirer carrément le terme pour que la communication avance. Il y a aussi la fonction référentielle qui porte sur le contexte avec tous ses paramètres. Ce schéma de Roman Jakobson a abordé en quelque sorte la communication humaine dans sa complexité. Le travail a été renforcé par un autre anthropologue américain, c'est Dale Hymes. Il a fondé un modèle de communication composé de 8 éléments. Ce que l'acronyme Speaking en anglais ou bien Parlant en français résume, c'est-à-dire chaque lettre renvoie à un paramètre. Dale Hymes a aborder le contexte de la communication dans tous ses aspects, c'est-à-dire tous les paramètres socio-culturels ont été pris en compte dans le processus de la communication, ce qui l'amène à parler de la compétence de la communication, la compétence communicative, c'est-à-dire qui va englober toutes les compétences, la compétence linguistique, la compétence socio-linguistique, etc. Jusque-là, ces travaux-là ont abordé la communication en quelque sorte dans sa complexité, mais il a été constaté que la question du message n'a pas été traitée comme il faut, c'est-à-dire que les linguistes, l'attention des linguistes était portée uniquement sur l'aspect verbal du message, alors que l'aspect non-verbal n'a pas été abordé. C'est ce que va souligner l'approche psychosociologique. En fait, depuis les travaux d'Argile, on sait que la communication est composée de 55% du non-verbal, 38% de la tonalité et du débit de la voix et seulement 7% des mots. Donc, après cette approche, la communication est vue à deux niveaux, c'est-à-dire un niveau digital qui concerne la langue, le message, et un niveau analogique qui concerne l'expression comportementale et le relationnel. L'approche psychosociologique s'est intéressée également au contexte dans ses aspects langagiers et non langagiers. Au niveau des aspects langagiers, l'approche s'est intéressée au co-texte, c'est-à-dire l'environnement discursif de la séquence. Au niveau de l'aspect extra-langagier, l'approche s'est intéressée au cadre avec ses aspects topologiques, physiques et temporels. Il s'est intéressé également à la situation de la communication, c'est-à-dire la culture générale qui règne dans le paysage et qui influence le processus de la communication. Donc, de même, les participants, leur nombre, on ne communique pas par exemple à 2 comme on communique à 10. De même, on ne communique pas de la même façon en tête-à-tête ou devant une tierce personne. De même, les participants ciblés par le message ou non ciblés par le message, c'est-à-dire que cette question, le nombre de participants, de même leur identité sociale, leur identité socio-professionnelle a été prise en compte dans ce processus, dans cette configuration, et surtout les relations qui lient les participants. On ne communique pas bien sûr avec son patron comme on communique avec un collègue, de même on ne communique pas avec un collègue avec qui on a des affinités politiques
comme on communique avec un collègue avec qui on n'a pas les mêmes affinités politiques ou pas d'affinités carrément. C'est-à-dire que l'approche psychologique a redéfini certains paramètres des schémas précédents, comme il a élargi et précisé d'autres. Au niveau des enjeux de la communication, cette approche a souligné que la communication humaine a deux enjeux. Un enjeu symbolique et un enjeu matériel, c'est-à-dire un profit symbolique et un profit matériel au autre. Dès que le sujet parlant entame une action sociale, il y a automatiquement une mise en scène de soi, c'est-à-dire faire bonne figure ou ne pas perdre la face. Les choses ont été abordées dans ce sens, maximiser les profits et minimiser les pertes. De même, cette approche psychosociologique s'est intéressée aux normes de la communication, aux règles de la communication. Il y a les normes, les règles linguistiques qui devaient être respectées, mais il y a également des règles conversationnelles, la contractualisation, c'est-à-dire le contrat implicite qui est passé entre les interlocuteurs, le principe de pertinence, le principe de réciprocité, et des normes rituel, c'est-à-dire ce qu'on pourrait résumer comme un certain savoir-vivre qui devrait être pris en compte pour que le processus de la communication avance. Donc, il y a également la question de la réception du message. L'approche psychosociologique s'est intéressée à cette question de la réception du message. Il ne suffit pas d'enregistrer le message et de le décoder, encore faut-il l'interpréter. Là, la notion de l'inférence et du courant de la pragmatique linguistique a apporté des paramètres qui permettent de faire attention aux implications implicites du message avec son contenu explicite. C'est-à-dire, parfois, il faut savoir sélectionner parmi les implications implicites du message explicite celles qui sont pertinentes par rapport au contexte dans lequel se déroule la communication. Nous voyons que l'approche psychosociologique s'est intéressée aux rapports psychosociaux en plus des autres paramètres qui ont été pris en compte par les modèles précédents. Dans ce cadre, j'aimerais évoquer l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Eric Berne, c'est un psychiatre américain. Il a fondé ce concept de l'analyse transactionnelle qui est très intéressant pour éviter des problèmes de communication, soit interpersonnels, soit dans le monde professionnel, soit dans le monde de la politique. Ce concept de l'analyse transactionnelle, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire que la personnalité humaine, la personne humaine est composée de trois structures. Un état du moi parent, un état du moi adulte, un état du moi enfant. Parent, adulte, enfant. L'état parent, c'est tout ce que nous ramenons avec nous, c'est-à-dire tout le bagage qu'on apporte avec nous en termes d'éducation, en termes de morale, en termes de conseils, d'expérience, etc. L'état du moi adulte, c'est l'objectivité, c'est la rigueur, c'est en quelque sorte l'ordinateur de l'être humain. L'état enfant, c'est le ressenti, c'est l'émotionnel, c'est d'une façon générale le registre des passions et des émotions. Donc, l'appellation de ces trois états qui composent la personnalité humaine n'ont rien à voir avec l'âge de la personne. Donc, dès que la personne humaine entame une action, il y a automatiquement un état du moi qui domine, qui gouverne, qui se met en route. Dans le cadre de cette approche, Eric Berne parle de transaction, c'est-à-dire lorsque l'état du moi parent, par exemple, se met en route et sollicite l'état du moi parent chez l'autre, et que c'est cet état du moi qui répond, là on parle de transaction simple parallèle. Ou bien l'état du moi adulte qui demande l'adulte de l'autre côté et qui répond. Donc là on parle de transaction simple parallèle qui ne pose pas de problème.
mais les problèmes commencent pour survenir dès que l'état du moi sollicité ne répond pas et il y a un autre état du moi qui répond. Là, on parle de transactions croisées. Par exemple, je vise l'adulte chez l'autre et ce n'est pas l'adulte qui répond, c'est l'enfant, par exemple, rebelle qui répond. Par exemple, quelle route emprunter pour aller à l'aéroport? Donc, l'adulte à l'adulte. Si l'adulte répond, il va dire, bon voilà, il fallait prendre l'autoroute jusqu'au péage et tourner à droite. Mais en fait, c'est l'enfant rebelle qui répond, bon, et vous n'avez qu'à doter votre véhicule d'un GPS ou bien quelque chose comme ça. Il y a également des transactions doubles qui sont cachées ou bien angulaires. C'est quoi la transaction double cachée? C'est-à-dire lorsque deux états du moi communiquent en apparence, par exemple l'adulte qui s'adresse à l'adulte, et en parallèle, il y a l'enfant qui s'adresse à l'enfant implicitement. Par exemple, deux jeunes qui communiquent en famille, devant les membres de leur famille, ils parlent, un échange banal entre eux que tout le monde comprend, mais il se peut qu'ils glissent un certain vocabulaire qui n'a de signification que pour eux deux, c'est-à-dire le message implicite ne sera compris que par les deux. Donc là, on parle de transactions doubles cachées, c'est-à-dire il y a un message qui passe implicitement. Ce message qui passe implicitement pourrait être véhiculé par le non-verbal, c'est-à-dire un patron qui s'adresse à sa secrétaire d'adulte à adulte. Il lui demande par exemple, aujourd'hui on va tarder au bureau pour boucler les bilans, et il accompagne ce message avec un sourire ou bien un clin d'œil, c'est-à-dire un message non-verbal. La secrétaire qui répond de l'adulte à adulte, oui, il faut absolument qu'on termine ce travail du bilan. Et il accompagne elle aussi son message verbal avec un comportement, un large sourire qui signifie que le message implicite a été capté. Là, c'est la transaction double cachée. Il y a la transaction double angulaire, c'est-à-dire lorsque je vise l'adulte de l'autre côté et en même temps, j'envoie un message à l'enfant de l'autre côté. En fait, il y a 81 fois 81 transactions, c'est-à-dire plus de 6000 transactions, mais ce qui est intéressant dans cette approche d'Eric Berne, c'est qu'il faut reconnaître ces états du moi chez soi et pouvoir les identifier chez l'autre pour pouvoir éviter des problèmes de communication. Je vais enchaîner avec l'approche d'un disciple d'Eric Berne, c'est Stephen Karpman, c'est le triangle dramatique de Karpman. Le triangle dramatique dans le sens grec du terme, c'est-à-dire théâtral. Qu'est-ce qui se passe dans ce triangle dramatique? Il est composé de 3 sommets, 3 extrémités. Il y a une victime, un persécuteur et un sauveur. C'est-à-dire, c'est un jeu psychologique qui s'effectue dans ce triangle de Karpman. Par exemple, un exemple très simple au niveau de la famille pour pouvoir comprendre comment les jeux s'effectuent. Un enfant qui s'adresse à sa mère d'une façon violente, il demande des choses à ce qu'il lui achète des choses. Il est en train de l'engueuler d'une façon générale. L'enfant là, il est persécuteur, sa mère, elle est victime. La mère répond à son enfant que ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de demander, dit que ton père arrive, je vais lui soulever le problème. Dès que le père arrive, donc la mère s'adresse au père qui se trouve comme son sauveur, c'est-à-dire il intervient pour sauver, pour aider, pour soutenir la mère, et en tout cas il a fait appel à son intervention. Donc le père, dans ce premier rôle, elle est sauveur, l'enfant persécuteur, la mère victime. À un moment donné, le père s'emporte et traite méchamment et violemment son enfant. Donc là, le père, il devient persécuteur,
l'enfant devient victime, la mère qui intervient auprès du père pour lui reprocher son traitement un peu méchant vis-à-vis de son fils, la mère devient persécutrice. Et nous voyons comment les rôles pourraient être changés dans le cadre de ce triangle de Karpman, ce triangle dramatique. Il pourrait s'appliquer au monde de l'entreprise comme il pourrait s'appliquer au monde politique, trianguler le conflit. Par exemple, pour aller un peu plus loin, lors de la guerre du Golfe, le persécuteur était présenté, c'est le régime irakien, c'est le persécuteur. La victime était, c'est le peuple irakien. Le sauveur était les États-Unis d'Amérique. Voilà, on parle dans ce cas-là, dans le monde politique, de trianguler le conflit. Il nous paraît clairement comment les rôles sont joués. Ou bien dans un autre contexte, dans un contexte politique, par exemple, il y a un parti politique qui joue cette carte de victimisation, donc automatiquement il laisse entendre qu'il y a un persécuteur à côté. Le persécuteur pourrait être une personne, un personnage, un groupe de personnes, comme il pourrait être des faits, une conjoncture, une maladie, etc. Donc le parti politique qui joue la carte de victimisation, donc il se présente comme victime. Le persécuteur, c'est des lois, l'État, etc., c'est-à-dire un système. Voilà le persécuteur. Donc, par ce jeu de victimisation, il envoie un message au sauveur qui n'est autre que les électeurs auxquels il fait un signe, il envoie un message de telle sorte pour qu'ils votent en sa faveur pour renforcer sa position pour faire face à cette situation. Donc, on voit comment ce triangle de Karpman il s'applique à toutes les situations, au niveau de la famille, au niveau de l'entreprise et dans le monde de la politique. Donc, on va aborder ça en détail. Je vais enchaîner avec les axes de la communication positive. 3 axes sont intéressants à prendre en compte pour être positif dans la vie, dans la communication de façon générale. Il y a un esprit positif, un esprit de bienveillance. Au niveau comportemental, une certaine ouverture, c'est-à-dire avancer avec une certaine ouverture. Et au niveau du vocabulaire, du langage, on essaye toujours de choisir un vocabulaire positif et d'éviter l'emploi des expressions, des formulations négatives. Et même si l'autre interlocuteur emploie un langage négatif, on peut prendre l'élément, le terme, le concept positif et l'employer dans un sens d'une communication positive pour pouvoir avancer. Donc, ce sont les grands axes du programme, du module de la communication. Nous allons aborder les différentes phases en détail tout au long de l'année et je vous remercie pour votre attention. Merci.